Olivier d'Artigol. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur politique en face de vous, il y a William T. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Merci d'être avec nous jusqu'à minuit en direct. Les derniers chiffres de la Covid-19, alors qu'Olivier Véran a été aujourd'hui auditionné par l'Assemblée nationale. 208 000 cas confirmés, 17 856 personnes hospitalisées. C'est 451 quand même de plus en 24 heures. 3 416 personnes ce soir en réanimation, plus 53 personnes depuis hier. Et puis, malheureusement, 185 décès dans les hôpitaux français. C'est un raz-de-marée ou pas, William T. Est-ce que ça vous inquiète ? Vous faites bien de diffuser les chiffres en 4 parties et pas uniquement sur la question des cas. Parce que ce qui est intéressant, si on se pose la question de est-ce qu'il y aura un confinement ou un couvre-feu, c'est le nombre de personnes en réanimation ou en soins critiques. Et donc quand on regarde les différents chiffres en France et au Royaume-Uni, parce qu'on sait que la France suit la même courbe que le Royaume-Uni avec 3 semaines d'écart, on voit qu'il y a une augmentation exponentielle du nombre de cas, une augmentation mais beaucoup plus moindre pour les admissions dans les hôpitaux et encore moindre sur la question des réanimations des hôpitaux. Donc si on regarde ces différentes tendances, moi je pense que le gouvernement a raison de laisser ouvrir. Et à ce moment-là, il faut se poser la question sur pourquoi est-ce qu'il met des jauges, il met différentes tendances en question de doctrine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vaccinez 92% de la population, il faut laisser circuler le virus comme le fait Boris Johnson, parce que Emmanuel Macron suit la tendance de Boris Johnson et il faut rester cohérent. Johnson n'a pas fermé, alors pourquoi est-ce que la France, alors qu'on a 3 semaines de retard, devrait fermer une partie de ses stades et une partie de ses lieux culturels ? Olivier d'Artigol, vos sentiments vous ce soir ? Je suis d'accord pour qu'on évacue du débat public et médiatique les cas confirmés. Ouais. Car tout ça ne veut plus rien dire, ça peut simplement alimenter une Ce ne sont plus les mêmes cas qu'il y a 1 an ou 2 ans. Il ne faut pas prendre les grilles de lecture il y a 6 mois ou 1 an concernant... Mais c'est ce qu'on fait encore ce soir. C'est ce que l'exécutif fait. Donc je suis pour qu'on évacue ce chiffre-là. On le sait depuis le début, quelles que soient les vagues, l'épée de Damoclès, le juge de paix là, et la capacité hospitalière, notamment dans les soins critiques, dans les soins d'urgence, avec un hôpital qui va plus mal aujourd'hui, pour différentes raisons, qu'il y a 1 an. Donc il faut vraiment se concentrer sur cette question-là, et je trouve qu'il y a dans le débat des derniers jours, depuis les annonces en tout cas, des dernières heures, des sujets qui m'apparaissent un peu subalternes. On devrait se concentrer, par exemple, dans la population adulte, c'est les plus de 80 ans qui sont le moins vaccinés. Il y aurait peut-être quelque chose là à faire pour justement soulager la tension hospitalière. On se rend compte que les inégalités vaccinales dessinent en creux la carte des inégalités sociales et des territoires les plus en difficulté. Il y aurait peut-être quelque chose à faire sur le aller vers, pour aller vacciner ces personnes qui ne sont pas des anti-vax militants, qui sont des personnes très éloignées d'un centre de vaccination, de médecins traitants. Est-ce que l'exécutif, je pose la question, n'est pas aujourd'hui dans une tentation de présenter le candidat président comme celui qui nous protège, mais en ayant un évitement des sujets qui fâchent ? 5,3 millions de personnes restent non vaccinées. C'est le chiffre peut-être à retenir ce soir par rapport à ces nombres de contaminations journalières. Et voici ce que disait Olivier Véran aujourd'hui à l'Assemblée. Je le dis à celles et ceux qui ne seraient pas vaccinés, il y a vraiment peu de chances que vous puissiez cette fois passer entre les gouttes. La circulation du virus est trop forte. Est-ce qu'il a raison, Olivier Véran ou William T. Ou encore une fois, on aime a priori... se faire peur, peut-être aussi en prévision, vous le disiez, de la présidentielle qui arrive. Moi, je pense que sur la question de la doctrine, comme il suit la ligne de Johnson, je pense que c'est la bonne ligne. Après, ça ne veut pas dire que le gouvernement, dans un contexte électoral précis, parce que nous aurons l'élection présidentielle dans 4 mois, fait un usage qui est politique, notamment à l'attention de son électorat, qui est celui qui est l'électorat qui demande le plus de mesures de restriction de liberté, parce que c'est un électorat qui est très âgé. Donc dans cette mesure, on peut se dire qu'Olivier Véran met la pression des non-vaccinés. De toute façon, il n'y a pas de non-vaccinés qui votent Emmanuel Macron, ça n'existe quasiment pas. Donc c'est pour ça qu'il néglige cet électorat et qu'il fracture complètement. C'est ce qu'avait dit Olivier d'Artigol. Et à partir de ce moment-là, quand on regarde la question des non-vaccinés, ça dépend de l'âge. S'ils ont plus de 80 ans, on se peut se poser la question sur est-ce qu'on devrait mettre en place la vaccination obligatoire pour ces personnes-là. Ils sont près de 500 000. Ils sont près de 500 000. Et si ces personnes-là c'est énorme, c'est énorme. Il y a saturation des hôpitaux vu qu'on est en limite. Et on pourrait rajouter les 65 ans à 79 ans aussi parce que la tranche d'âge est celle-ci. Et là, ils sont 630 000. Donc on est à environ 1 million de personnes qui peuvent encore aujourd'hui aller en réa et donc saturer les hôpitaux. Et quand on se pose la question de quelle est la doctrine gouvernementale sur la question de la vaccination, effectivement, il faut inciter les gens à se faire vacciner parce que ça empêche les formes graves. Mais
quand on voit que le gouvernement veut ouvrir la vaccination, a ouvert la vaccination pour les 5 à 11 ans, plutôt que de mettre de la pression sur les plus âgés, qui est la cible électorale d'Emmanuel Macron, parce que les 5 à 11 ans ne peuvent pas voter, on peut se poser des questions sur la pertinence de cet argument-là. Et ensuite, après, sur la question des vaccinés, moi je pense qu'on en fait tout un pataquès, mais vraisemblablement, si on suit la courbe du Royaume-Uni, je pense que le gouvernement instaure un climat qui est anxiogène pour instaurer uniquement une seule question, qui est la question sanitaire, pour éviter toutes les autres questions qui sont son bilan économique, son bilan en tant que président et donc son action à l'étranger et en Europe, et son action sur le plan régalien. J'ai envie de dire, Véran varie. Le 15 décembre, il nous disait que le nouveau variant Omicron était sous contrôle. Or, nous savions déjà à l'échelle internationale et européenne qu'on allait vers une circulation vertigineuse. Je vais plus loin. Olivier Véran a aussi dit avec le pass sanitaire qu'il n'y aurait jamais en France l'obligation d'être vacciné pour aller dans un restaurant. Il l'a dit. Donc, ce pass sanitaire devient un pass vaccinal. En fait, on se rend compte que l'exécutif n'a pas assumé une question il y a quelques mois. C'est-à-dire que ce pass sanitaire qui a voulu un pass vaccinal était en fait un chemin détourné pour ne pas parler de vaccination obligatoire. Mais en fait, il s'agissait de ça. Et je n'explique toujours pas comment l'exécutif a pu se mettre dans une telle situation pour avoir un hôpital affaibli, pour avoir une situation à l'école où je prends date pour avoir beaucoup d'enseignants, des directeurs d'école, des parents d'élèves qui me disent « Mais Olivier, à partir de lundi, on fait comment ?» Personne n'y comprend rien, ça y perdre son latin. Y compris le ministre se fait retoquer par le ministère qui dit non, pas 3 tests, peut-être 2. Donc il y a toujours un État qui devrait être dans l'anticipation et qui devrait sécuriser les endroits où ça va se jouer, où ça va se tendre. J'ai pointé l'hôpital et l'école. Alors justement, les annonces de la préfecture de Paris pour les festivités du 31 décembre, elles sont tombées ce soir. Le fameux communiqué de la préfecture de police de Paris, l'heure de fermeture de tous les débits de boissons. Samedi 1er, dimanche 2, y compris ceux qui disposent d'une autorisation dérogatoire d'ouverture, est fixée à Paris à 2h du matin. C'est-à-dire jusqu'à 2h, le virus n'est pas offensif. À partir de 2h, il peut l'être, donc vous rentrez chez vous. Et puis surtout, quand même, très grande déception, messieurs, les activités de danse dans tous les établissements recevant du public sont interdites. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas danser le soir du 31, le 1er, mais peut-être que le 3 on peut du coup, parce que bon, apparemment c'est juste le 1er et le 2. Beaucoup plus sérieusement, William T, est-ce qu'on en a ras-le-bol de ces mesures qui ne veulent plus rien dire? Même encore mieux que ça, c'est que le gouvernement se fout de la gueule des Parisiens et des Français. Parce qu'en fait, c'est une mesure que voulait prendre le gouvernement parce que Paris est le lieu où il y a le plus de brassage de population et qu'il ne voulait pas l'annoncer pour ne pas avoir la décision symbolique que Macron instaure un couvre-feu le soir du réveillon. Et en fait, quand on prend en termes de doctrine, il n'y a strictement aucun sens à introduire des mesures de couvre-feu dans la mesure où, quand on regarde les statistiques à Paris, je crois qu'il y a 98% de la population de plus de 12 ans qui est vaccinée. Et donc, du coup, si on prend le discours d'Emmanuel Macron du 12 juillet, vous vous faites vacciner, vous aurez une vie normale. Visiblement, Emmanuel Macron a cette promesse. En plus, si on est vacciné et si on contracte le virus, on a très peu de chances d'aller en réanimation. Donc l'objectif est atteint, entre guillemets, je veux dire. Oui, l'objectif est atteint. Et donc, du coup, c'est une question de logique. Si par cas, là, on a une population vaccinée, et bah, du coup, il faut les laisser vivre. Et si par cas, il y a des personnes qui se sentent mal, qui ne sont pas asymptomatiques, ils restent chez eux. Et ces personnes-là le font automatiquement. Je connais personne qui est atteint par le Covid qui se dira, tiens, je vais aller contaminer tout le bar juste pour me marrer. Ça n'a strictement aucun sens. Et donc, du coup, le gouvernement, oui, non, mais c'est vrai, le gouvernement est sur une stratégie qui est, de toute façon, Macron, c'est toujours la même chose. Macron ne veut pas annoncer les mauvaises nouvelles. Il laisse ça à Castex. Si Castex ne veut pas annoncer des mauvaises qui sont encore plus nulles, encore plus mauvaises, et ben, il laisse ça au préfet. Ouais. Oui, bon, je suis piètre danseur, mais on pourrait rire de tout ça. Oui. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, au bout de 2 ans, il y a sur certaines annonces un effet... Je vais vous confesser, j'en rigole un petit peu quand même. Oui, il y a sur certaines annonces un aspect quasiment burlesque. Où on peut se dire, mais c'est pas possible, je n'avais pas connaissance de ce communiqué. Mais moi, à la lecture, on se dit, mais qui a pu produire ça? C'est que la personne qui tape la phrase ne dit pas à son collègue, t'es sûr vraiment la danse? Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais est-ce qu'il peut y avoir une idée et se dire, bon, finalement, non, c'est ridicule. C'est le cas pendant toute la crise sanitaire. On dit ça sur la distinction commerce essentiel, commerce non essentiel. Bien sûr, mais là, sauf qu'on s'est dit, ça y est, ça y est, c'est derrière nous, on a appris, mais non. Et ce qu'il y a de terrible, je trouve, que la société française a tenu le coup. Parce que ces annonces où on se dit, il faut relire 3 fois en disant, c'est pas possible. On a quand même une société française qui a tenu le coup, qui connaît les gestes barrières, qui sait ce qu'il faut faire, ne pas faire. Mais ça décrédibilise tellement la parole publique et la parole politique. Est-ce que vous en voulez plus? Oui.
À partir du 31 décembre à Paris, le masque redevient obligatoire en extérieur. On sait très bien qu'on se contamine bien sûr énormément à l'extérieur. Alors après, il y a les petits tirets, vous voyez dans le communiqué qui est juste là. Cette obligation s'applique aux personnes âgées de 11 ans et plus, à l'exception de... Donc il y a les cyclistes, les personnes qui circulent à l'intérieur d'un véhicule, encore heureux, et les usagers des 2 roues motorisés dès lors qu'ils portent un casque avec la visière abaissée. La France est victime. C'est-à-dire que si on n'a pas de visière ou si elle n'est pas abaissée, on doit porter le masque, même si on est en scooter sur les quais parisiens. Enfin non, c'est vrai, ils sont fermés par la maire de Paris. Non, mais bon, sur les sols périphériques et que la visière n'est pas abaissée, on doit avoir le masque, sinon c'est peut-être la contravention. Non, mais ça, c'est ce qu'on assiste depuis 2 ans, c'est l'enfer bureaucratique français. Ils font des règles théoriques qui sont peut-être très bien dans un bureau d'un ministère, mais qui n'ont aucun sens d'un point de vue concret. Et puis Paris est quand même un lieu spécifique où on a testé toutes les choses les plus idiotes en termes de gestion de crise. Il faut se rappeler qu'il y a 1 an, je crois, il y a 1 an et demi, on a testé le masque obligatoire dans des rues et pas dans d'autres. Et donc ce sont ces personnes-là qui gèrent la gestion. Mais quand on regarde la situation, il faut rester sur la situation essentielle. La population parisienne est vaccinée. Il y a très peu de transferts de population entre départements, sauf pour les fêtes de Noël. Donc vraisemblablement, le port du masque obligatoire à l'extérieur est une mesure symbolique qui est destinée à rassurer la population âgée et l'électorat d'Emmanuel Macron. Donc le port du masque obligatoire à l'exclusion des bois de Boulogne et de Vincennes et sur les emprises des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly. Oui, alors attention à une chose, un danger, c'est la stratégie de la diversion. Toutes ces annonces nous font beaucoup parler, je trouve. Et alors qu'on devrait parler... En même temps, il y a de quoi. Oui. Mais est-ce que vous vous rendez compte que lors de l'intervention du Premier ministre et du ministre de la Santé, il n'a quasiment pas été question de l'hôpital? Oui. Ah si, mais si. Pas beaucoup. Mais si. C'est-à-dire qu'on les 100 euros, on donne 100 euros aux infirmiers, on leur dit, vous prenez les 100 euros, demain matin, vous allez continuer à travailler la boule au ventre. On ne va surtout pas améliorer vos conditions de travail parce qu'on ferme encore des lits. Vous prenez 100 euros, ça vous fait 2 pleins de courses par mois ou un plein d'essence et vous vous taisez. Oui. Mais c'est ça. Il n'en a pas été question. Donc, alors, la question est de savoir, est-ce que ce climat sanitaire et tout ce que ça va produire, ça va arriver au Parlement sur le pass vaccinal? On verra comment ça se passe sur le plan parlementaire. Je pense qu'après le Conseil d'État, il y aura la seconde lame du Conseil constitutionnel. Il va valider. Oui, mais regardez le Conseil d'État, qui était très suiviste au cours des derniers mois, vous avez suivi ça de près, qui là commence à repartir sur une petite musique en disant « Coucou, nous sommes quand même là sur ce qu'on aurait dû faire au cours des derniers mois ». Que va faire le Conseil constitutionnel? Et surtout, j'espère que ce climat ne va pas écraser toutes les autres questions qui devraient être vraiment instruites pour le débat présidentiel et législatif dans les prochains mois. Est-ce qu'il sera possible d'ouvrir le débat politique à d'autres sujets ou pas? Alors justement, autre sujet ce soir, je voulais qu'on parle un peu de politique avec la tribune de Christiane Taubira dans Le Monde, où elle défend un gouvernement d'union de gauche pour 5 ans, alors qu'actuellement les 7 candidats déclarés à gauche plafonnent dans les sondages, bas et parfois même très très bas. William T, votre lecture de Christiane Taubira qui veut inlassablement rassembler la gauche, mais la gauche ne veut pas se rassembler. La gauche parle de rassemblement, mais ce qui se pose comme question à la gauche, c'est la question de l'utilité de la gauche. En fait, la gauche a été créée, enfin la social-démocratie a existé pour la question de la lutte des classes et pour faire émerger la question de l'État-providence avec la diversification des droits sociaux, etc. Au moment où on arrive à 62,5% de dépenses publiques, qu'on arrive sur l'ensemble de la société, un interventionnisme de l'État à quasiment à tous les niveaux, vous avez parlé sur la question de est-ce qu'on doit porter un masque, etc. Et donc à ce moment où l'État régit quasiment toutes les questions de liberté individuelle, est-ce que la gauche a encore une utilité? Au niveau de la justice sociale, la France est un des pays les plus redistributifs du monde et la France a le record des pays de l'OCDE en termes de budget social. Et quand on prend aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la gauche n'a pas un problème de personnalité, n'a pas un problème de candidat, elle a un problème de ligne politique parce qu'elle ne sait plus où est-ce qu'elle habite. Sur la question de l'égalité, ils sont ceux qui promouvoient la discrimination positive, la discrimination entre les races pour promouvoir certaines ethnies spécifiques. Deuxième point, sur la question de l'universalisme qui est cher à la question de la gauche. Ils ont participé à la construction européenne avec François Mitterrand en 1992 et aujourd'hui ils s'en détournent pour dire que l'Europe c'est mal. On peut être pour ou contre l'Europe, mais en tout cas ils se détournent de leurs valeurs. Et sur la question de régalienne, ils ont été dans le déni le plus complet sur les questions migratoires, sur les questions d'identité. Et je pense que c'est pour ça que la gauche n'a plus aucune vocation. C'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils habitent et qu'ils n'ont aucune utilité dans le débat politique et dans le débat public. N'en jetez plus. Le problème de la gauche aujourd'hui, moi dans une autre vie, je me suis beaucoup occupé de ça. Il me semble que le problème de la gauche aujourd'hui n'est pas à ce stade un problème de casting. Le problème de la gauche aujourd'hui, c'est que toute rassemblée, toute réunie, toute mouillée,
elle fait moins de 25% dans toutes les enquêtes d'opinion. Ça veut dire qu'elle est enfoncée depuis des années sur la bataille d'idées, sur ce que j'appelle la bataille idéologique, qu'elle n'a pas su, notamment après l'échec du hollandisme, reconstruire un imaginaire populaire de grandes réponses d'avenir en essayant de s'attaquer à l'abstention de l'électorat populaire qui, d'après moi, est l'une des clés des prochaines semaines pour savoir si la gauche peut retrouver de l'oxygène ou pas. Donc moi, j'ai beaucoup de considération et d'estime pour Christiane Taubira. C'est une personne ô combien estimable et solide. Mais elle se trompe de logiciel en pensant qu'il suffirait simplement de dire « écoutez, je suis la personne providentielle qui peut marcher sur les eaux et réunir tout ce beau monde. » Tout simplement, ça serait comme, je ne sais plus qu'avec cette idée, mais la brouette avec toutes les grenouilles qui sautent, est impossible d'aller au bout. Et puis, il y a les élections législatives, c'est-à-dire que la présidentialisation du débat politique n'a jamais été une bonne solution pour la gauche, parce qu'il faut aussi réfléchir à des majorités d'idées et des majorités politiques à l'Assemblée nationale. C'est un long chemin, je pense que la présidentielle et législative qui viennent ne seront qu'une étape, mais j'espère que dans les prochaines semaines, il pourrait y avoir un certain nombre de clarifications à gauche sur ce que vous évoquez, sur des questions qui ont été trop délaissées et sur lesquelles il peut y avoir des réponses, j'ai envie de dire, progressistes. Pourquoi elle pourrait faire mieux que la maire de Paris ? Parce que la maire de Paris est la candidate la plus nulle de l'histoire du Parti socialiste. Elle échoue à quasiment tous les niveaux. C'est la seule candidate qui est présidente ou maire justement d'une collectivité territoriale et qui ne peut même pas se réclamer de son bilan parce qu'elle a été incapable de la gérer. Quand vous avez un maire ou un président de région, il vous parle souvent de sa région, de sa mairie ou de sa ville. C'est ce qu'a fait Valérie Pécresse, par exemple. Par exemple, Valérie Pécresse ou des différentes personnes. Anne Hidalgo ne peut même pas le faire. Parce que Paris est dans un état catastrophique. Et en fait, Anne Hidalgo, pour moi, est le symbole de ce qu'a fait le Parti socialiste à la France. C'est-à-dire, ils ont participé au déclin du pays depuis 1981. Et c'est pour ça que les Français s'en détournent d'Anne Hidalgo. Deuxième point, c'est qu'elle est incompétente sur la plupart des sujets, sur les questions de... C'est-à-dire que le Parti socialiste est un parti de gouvernement, c'est qu'il est censé gouverner. Sur les questions de politique publique, sur les questions de dette, de finances publiques, on a vu les questions de Paris s'élever à tous 3 à 7 milliards, on dit dans l'oreillette. 3 à 7 milliards, donc quand vous regardez à ce niveau-là, c'est pour ça qu'elle est dans l'incapacité la plus totale. Christiane Taubira a un avantage, c'est qu'au moins elle a à peu près une doctrine, elle a un minimum de charisme, de talent oratoire, et donc du coup elle sauvera l'honneur du Parti socialiste. Mais quand on parle de Christiane Taubira, on dit que dans un discours de Christiane Taubira, elle passe son temps à citer des personnes et on n'entend jamais vraiment qui elle est vraiment. C'est un bon point. C'est justement le point que je voulais évoquer, c'est qu'en fait Christiane Taubira, son enjeu, c'est une question de... C'est ce qu'on m'a dit à 19h dans Face à l'info tout à l'heure. Cette personne a tout à fait raison, parce que le problème de la gauche, c'est une question de ligne politique. En fait, la gauche a participé à la construction de la République. Et aujourd'hui, se détourne des valeurs républicaines les plus sacrées, comme la question de la laïcité, pour promouvoir, pas toute la gauche, mais une partie, en tout cas. Il y a une aspiration d'une partie de la gauche, notamment Rousseau et une partie de la France insoumise, qui oblige en fait le Parti socialiste et les autres types de gauche à se détourner de la question de la République. Qui va Christiane Taubira ? C'est globalement des fonctionnaires et des bobos urbains. Et c'est pour ça qu'en fait, M. D'Artigol disait qu'il fallait faire revenir des classes populaires, mais les classes populaires n'ont aucun intérêt à voter pour quelqu'un de gauche, parce que de toute façon, les classes populaires, ça a été montré dans une étude Terra Nova, sont passées à des valeurs conservatrices. Et comme ce sont des valeurs conservatrices, vous ne pouvez pas voter pour un parti qui promouvoit le wokisme et la cancel culture. Je me souviens bien, et cette gauche qui a théorisé le fait qu'il n'y avait plus à s'occuper des classes populaires, que les viviers de voix étaient ailleurs. Et c'est justement ce travail-là qu'il faut reprendre. Regardez les propositions de Fabien Roussel sur la question de la laïcité ou la question de la sécurité. Vous verrez qu'il y a aussi une gauche qui ne perd pas la boussole. Et on verra bien sûr ce que ça donne dans les prochaines semaines et si Christiane Taubira est bel et bien candidate donc, à la présidentielle. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus débattre en ce mercredi soir 29 décembre. Dans quelques instants, c'est l'édition de la nuit. On se retrouve demain dès 22h30 en direct. Merci, bonsoir. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.